Cette thématique, on continue d'en discuter ce matin pour essayer de comprendre davantage les enjeux et décrypter toutes les questions que pose une telle situation diplomatique. Pour en parler, notre invité ce matin, c'est Luc Dumont. Il est directeur des programmes de l'ILERI, l'École des relations internationales et des sciences politiques à Nice. Bonjour. Bonjour à tous. Alors peut-être première question d'introduction, comment vous analysez ce qui se passe depuis près d'une semaine ? Écoutez, je pense que la situation était relativement prévisible avec l'arrivée du second mandat du président Trump. C'est quelqu'un qui ne respecte pas le droit international. On a un nouveau shérif en ville, pour reprendre une image américaine. Et il est armé et il est du bon côté du canon et il n'hésite pas à tirer. La loi, c'est lui. C'est lui qui impose son rythme. Tous les jours, on a une nouvelle annonce. Il sature l'espace médiatique et l'espace diplomatique. Hier, c'était l'arrêt du renseignement américain qui suit l'arrêt du soutien militaire. Il impose ça à ses alliés de manière extrêmement brutale. Il est plus brutal avec ses amis qu'avec ses ennemis classiques, si l'on peut dire cela. Et voilà, on est dans cette nouvelle relation avec les États-Unis. Ce n'est pas du tout dans notre culture européenne cette brutalité-là, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons maintenant. Nous sommes partis pour à minima 4 ans. L'un des points de bascule, c'est évidemment le clash entre Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Donald Trump, vendredi 28 février. Ce que nous avons vu, c'est véritablement une première dans l'histoire. Vous l'avez dit, un allié qui traite un pays allié de cette façon, d'essayer de lui tordre le bras devant les caméras du monde entier, c'est une grande première. Oui, c'est une grande première. Le corps diplomatique est abasourdi par ce qu'il s'est passé. Encore une fois, on a beaucoup d'analystes reviennent sur peut-être une mauvaise préparation de Zelensky ou l'absence de traducteur. On sait que la langue est excessivement importante dans le cadre de ce type de discussions qui sont en plus particulièrement émotionnelles et que le rôle d'un interprète permet aussi de calmer le jeu, de temporiser. L'ILERI, l'école pour laquelle j'exerce la direction des programmes, forme ses étudiants à minima à 3 langues étrangères, justement parce que cette connaissance de la langue de son interlocuteur est absolument importante. L'anglais de Zelensky s'améliore, c'est indéniable. Néanmoins, dans une discussion de ce niveau-là, peut-être cela aurait-il pu calmer le jeu. Et puis, d'autre part, Donald Trump est quelqu'un qui ne pense pas, c'est pas qu'il ne pense de manière erronée, c'est qu'il ne pense pas avec notre logique factuelle. C'est quelqu'un qui est à fond dans le registre du pathos, de l'émotion, se fiche royalement de la véracité de ce qu'il dit. Il peut changer d'avis du jour au lendemain ou dans la même conversation. Zelensky a essayé de revenir sur des faits objectifs. Il y a un agresseur qui est la Russie, personne ne conteste cela. Il y a un agressé au mépris du droit international. Ça ne parle pas à Donald Trump. Donald Trump se fiche du droit international, se fiche du droit de façon générale. Il a un paquet de casseroles judiciaires qui le suit. Et au-delà de cela, Trump était accompagné d'un pitbull, son vice-président, extrêmement agressif, de brut, dans une relation extrêmement brutale. Et avec l'émotion de la discussion, ça s'est envenimé. Après, quand même, on est beaucoup revenu sur le moment où ça dégénère, mais le début de la discussion, c'était pas trop mal passé. Et quand on arrive à une réunion à ce niveau-là, en principe, tout est prêt. Les accords ont été finalisés, il n'y a plus qu'à signer.
Et là, ça a dégénéré de manière absolument historique. Oui. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'était pas finalement prévisible? Est-ce que c'était pas prévu par Donald Trump et J.D. Vance un peu comme j'ai envie de dire un guet-apens pour Volodymyr Zelensky? Voilà, vous l'avez dit, on sentait que la discussion avait bien commencé, tout était voilà, Donald Trump l'avait bien accueilli juste avant. Comment on explique ce retournement un peu de situation qui s'est fait en quelques minutes finalement? Oui, bah écoutez, Donald Trump est d'abord est quelqu'un de très imprévisible et son imprévisibilité à lui est prévisible pour le coup. Et donc, effectivement, je pense qu'il s'est retrouvé d'une certaine façon dans un guet-apens. Il y a une haine manifeste entre ces deux hommes. Depuis le premier mandat de Trump, quand il avait essayé d'obtenir des informations ukrainiennes dans le cadre de sa première campagne. Ces deux hommes ne s'aiment pas. Trump respecte les hommes forts, au sens les hommes forts qui sont crédibles en termes de puissance militaire ou de style. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de Zelensky aux yeux de Trump, considère les Européens comme faibles, et il impose un rapport de force qui est extrêmement brutal, extrêmement émotionnel. Et encore une fois, dans notre logique européenne, et c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants, nous pensons en termes de droit. Toute notre société, notre civilisation européenne est basée sur le droit. Depuis l'Antiquité, depuis la Grèce, depuis Rome, le Code napoléonien, etc., etc., etc. Nous réfléchissons dans cette logique législative. Trump s'en fiche. Vladimir Poutine s'en fiche aussi. Et voilà, et donc à un moment, il faudra sans doute être accepté d'être peut-être plus brutal, nous aussi, dans nos rapports de force, ou en tout cas de pouvoir s'armer. Vous le citiez, le plan Rearming Europe de von der Leyen, de s'armer en conséquence, de disposer d'une puissance militaire derrière nous qui permet un rapport de force plus équilibré. Oui, parce que justement, qu'en face de nous avons des personnes qui ne comprennent que cela. Il y a eu des réactions internationales, notamment l'Union européenne, l'Europe élargie avec le Royaume-Uni, donc qui se sont réunis forcément pour soutenir l'Ukraine. Est-ce que on peut dire que l'Europe est à un tournant de son histoire? Est-ce que l'Europe peut, diplomatiquement parlant, faire sans les États-Unis? Des tournants de l'histoire, on en vit en permanence. On pense qu'il faut garder la tête froide avant tout. Le second point, c'est qu'on voit bien que les Européens avancent de manière dispersée. Et pour cela, les Français sont doués pour se mettre le reste des Européens à dos de manière régulière, ou les Anglais. D'ailleurs, quand le président Macron fait un sommet avec quelques pays, il fâche le reste des Européens. 2 jours après, il faut refaire un sommet avec les autres pays qui n'étaient pas conviés au premier. Donc on voit bien que le cadre de discussion au niveau européen est mouvant, est mal coordonné, et lent. Le sommet des chefs d'État aujourd'hui à Bruxelles arrive encore une fois tard. On aurait pu être plus rapide pour le coup. Et puis la position européenne, elle est dispersée aussi. Orban et Fico, donc les premiers ministres hongrois et slovaques, font monter les enchères. Ils ne sont pas alignés sur le reste des pays européens, et ils ne sont pas les seuls. Les opinions publiques européennes ne sont pas à 100% derrière l'Ukraine. Également au niveau des chefs d'État, ils pensent à la sortie du président bulgare de Rumen Radev d'il y a quelques jours. La Bulgarie n'est pas représentée par son président, mais par son Premier ministre, et heureusement pour le coup. Mais on sent bien que les Européens ne parlent pas d'une même voix, qu'on se met des barrières
sur nos capacités à réagir et à réagir vite. Friedrich Merz, le probable futur chancelier allemand, a fait sauter sa discipline budgétaire dans le cadre de la défense les derniers jours. Et donc tout ce corset européen qui fait qu'on est lent par la nature de nos institutions, de nos démocraties, et parce que nous sommes 27 pays, plus nos alliés anglais ou autres, à vouloir se mettre d'accord de manière coordonnée, ça prend le temps que ça prend, et là, nous n'avons pas le temps. Quelles sont finalement les solutions? Vous nous dites que les Américains, Donald Trump voit le rapport de force, entre guillemets, voilà, ils s'en fichent du droit international. On a les Européens qui sont divisés. Quelles sont les solutions, les perspectives qui, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est-à-dire que est-ce que l'Europe doit finalement faire sans certains pays, quitte à en froisser certains? Est-ce que ça doit être la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne avec le prochain chancelier qui doit porter finalement un discours sans inclure notamment la Hongrie ou d'autres pays? C'est ça finalement, on est divisé, on le restera, donc il faut avancer comme ça? Écoutez, il y a bien entendu la vision idéale d'un avancement rapide à 27 coordonnées, etc. Et puis il y a la vie réelle, la réelle politique et les différents rapports de force et mouvements et initiatives qui se prennent de part et d'autre. Alors l'Union européenne est un cadre, il y en a d'autres. Je pense au G7, on a 4 pays européens qui y sont, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni avec leurs collègues américains pour le coup, ou canadiens et japonais. Il y a un ensemble de cadres dans lequel l'Occident, dans lesquels les alliés, ou en tout cas les alliés historiques de l'Ukraine se parlent. Il va falloir que dans ces différents cercles, très très rapidement, on puisse mettre en place rétablir un rapport de force le plus favorable possible à l'Ukraine et à l'Europe. On ne peut pas se permettre d'être en dehors des négociations ou des discussions qui tournent autour de cette guerre d'agression menée par la Russie. Elle est sur notre continent, elle menace nos intérêts. Le président Macron s'est repositionné par rapport au parapluie nucléaire français récemment. Il y a sans doute, au-delà de la puissance militaire dont on parle fréquemment et que le président français appelle de ses voeux concernant une défense européenne, il y a aussi la question du renseignement. Les États-Unis collaborent notamment avec le Royaume-Uni, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, dans le cadre du consortium du cercle Five Eyes. Et les États-Unis, la décision de Trump d'arrêter le renseignement pour les Ukrainiens, Trump impose également, croque le bras de ses alliés anglais, par exemple du Royaume-Uni, pour stopper aussi le renseignement anglais vis-à-vis des Ukrainiens. Et donc il est clair que la relation que l'on a avec les États-Unis est une relation qui, d'amicale, est passée à quelque chose de beaucoup plus brutal. Ce n'est pas nouveau. L'extraterritorialité américaine n'est pas un fait nouveau, mais on est dans une situation qui a complètement évolué. Et ça aura des impacts économiques, législatifs, etc. Et qui va encore évoluer. Donc on va voir donc ce que ça va donner par la suite. Luc Dumont, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Vous êtes le directeur donc, des programmes de l'ILERI, l'École des relations internationales et des sciences politiques à Nice.